Permettez-moi de remercier tout d'abord nos invités et vous tous de votre présence ici ce soir, qui ont dit suffisamment long sur votre intérêt de la chose politique. Nos invités qui représentent les candidats à l'élection présidentielle toute proche maintenant sont Madame Joëlle Meulin, conseillère politique de Marine Le Pen en matière de protection sociale, de santé et bioéthique. Monsieur Serge Hader, que j'ai eu le plaisir de rencontrer pour un colloque tout à fait intéressant, où j'ai appris des choses sur la manière de travailler ces dossiers, qui est responsable santé de la campagne de Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur Guy Lefranc, député UMP, chercher des professions médicales, n'est pas là pour l'instant. Il est en chemin. Et d'autres personnes, d'autres représentants politiques qui ont signalé aux responsables du RPH qu'ils seraient présents et se sont désistés au dernier moment. Tout ça sera discuté par nous tout à l'heure. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter avec vous des propositions pour la santé mentale en France pour les 5 prochaines années. La santé mentale reste un thème peu abordé dans les programmes des candidats et pourtant elle est un des principaux sujets de préoccupation des Français. Puisque je dois veiller à la bonne tenue de ces débats, je vous propose que chacun des représentants puisse prendre librement et pendant 10 minutes la parole pour dire ce que le parti politique qu'il représente fera pour améliorer la santé mentale en France et d'où il tirera le financement nécessaire à un tel projet. Mais tout d'abord, je souhaiterais planter le décor. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en 2007, ce sont 130,5 milliards d'euros qui ont été dépensés pour la santé mentale en France. En janvier 2010, nous pouvons constater une baisse des coûts, c'est-à-dire 107 milliards d'euros. Donc, une économie de 23,5 milliards d'euros. Vu par la fenêtre de la logique gestionnaire, le gouvernement a donc réalisé des économies. Mais ne s'agit-il pas d'une fausse économie, puisque la dégradation de la santé mentale en France explose à vue d'œil? Une politique de santé mentale n'est pas obligée d'aller vers la voie idéologique. Elle peut être scientifique sans être scientiste. La réponse strictement médicale ou strictement psychiatrique, j'entends médicamenteuse, asilaire, n'est pas suffisante face à la détresse psychique. Il nous faut mettre en place une clinique de partenariat où médecins et psychanalystes puissent travailler ensemble. De là l'importance d'un élargissement de la politique de psychothérapie par la parole. Élargissement assuré par des jeunes cliniciens formés à la psychanalyse. Ces étudiants seront orientés par des cliniciens plus âgés. Cette politique vise les classes sociales qui n'ont pas les moyens de payer des consultations privées de psychothérapie ou de psychanalyse et qui se sentent délaissés par les pouvoirs publics et sans espérance d'un avenir possible. Donc, si vous me permettez, j'avais préparé un petit document qui est une citation, c'est dans quelques lignes, une citation de Freud dans une conférence intitulée « Les voies nouvelles de la thérapeutique psychanalytique ». Donc, en 1918, 5e congrès psychanalytique à Budapest. Donc, je le cite. «
Admettons maintenant que, grâce à quelques organisations nouvelles, les nombres d'analystes s'accroissent à tel point que nous parvenions à traiter des foules de gens. On peut prévoir, d'autre part, qu'un jour la conscience sociale s'éveillera et rappellera à la collectivité que les pauvres ont le même droit à un secours psychique qu'à l'aide chirurgicale qui lui est déjà assurée par la chirurgie salvatrice. La société reconnaîtra aussi que la santé publique n'est pas moins menacée par les névroses que par la tuberculose. Les maladies névrotiques ne doivent pas être abandonnées aux efforts impuissants des charitables particuliers. À ce moment-là, on édifiera des établissements, des cliniques, ayant à leur tête des médecins psychanalystes qualifiés et où l'on s'efforcera, à l'aide de l'analyse, de conserver leur résistance et leur activité à des hommes qui, sans cela, s'adonneraient à la boisson, à des femmes qui succombent sous le poids des frustrations, à des enfants qui n'ont le choix qu'entre la dépravation et la névrose. Peut-être faudra-t-il longtemps encore avant que l'État reconnaisse l'urgence de ses obligations. 1918, hein? Ce n'est pas en donnant des pilules remboursables que quelqu'un pourra gérer son foyer, son travail, sa vie. Cela le poussera même à faire usage des arrêts maladie qui ont coûté 6,21 milliards d'euros en 2008. Rassemblons les difficultés évoquées par le plan santé mentale, donc 2005-2008, il a maintenant 2011-2015. Et mettons en place un dispositif concret pour répondre aux résultats des études effectuées, à savoir les suicides qui sévissent des enfants aux personnes âgées, en passant par le champ des entreprises, de la police et chez les agriculteurs. J'ajouterai aussi les militaires, hein, les soldats qui sont au front, qui, quand ils rentrent à la maison, sont un peu délaissés quand ils rentrent dans un circuit civil et qui n'ont pas un suivi psychothérapeutique. Concrètement, formons des étudiants pour exercer dans les enceintes publiques, mairies et écoles. Ces étudiants auront la responsabilité d'assurer des consultations publiques et des psychothérapies par la parole, et mon expérience depuis 20 ans avec eux est qu'ils assurent la tâche avec un désir décidé et une compétence fraîche, juvénile. Il ne m'apparaît pas qu'il faille davantage d'études, d'enquêtes ou de campagnes nationales. Tout cela trouve son importance si c'est suivi d'actes sur le terrain. Concernant les soins psychiques, il faut s'y rendre compte que nous avons 4890 étudiants en psychologie formés chaque année et qui, dans leur immense majorité, ils ne trouvent pas d'activité à l'issue de leur formation parce qu'il y a un problème entre la vie universitaire et vie professionnelle qui sont comme deux mondes séparés par un gouffre qu'on peut nommer expérience. Des 21 régions sur le continent, le Limousin est la seule à n'avoir pas de faculté de psychologie. Cela signifie que toutes les régions françaises peuvent créer des emplois pour des jeunes cliniciens et mettre en place un dispositif national de cliniques par la parole dans un bâtiment public. Cela peut être utilisé comme stage obligatoire pour l'acquisition du diplôme de psychologue clinicien, par exemple. Une fois ayant son diplôme et ayant réussi à constituer sa clientèle pendant la période universitaire, le jeune pourra se décider de s'installer dans son lieu de stage ou non,
Avec sa clientèle, il pourra gagner sa vie, payer ses impôts et vivre correctement. Nous avons 36 785 mairies en France métropolitaine. Supposons que dans les villages, nous installions une équipe de 2 ou 3 étudiants en psychologie pour assurer les permanences et écouter les personnes ayant le désir de faire une psychothérapie. Les comptes rendus de ces rendez-vous seront validés à l'université comme stage clinique à l'université. Ces étudiants seront payés par le département, l'État et la région. Il me semble qu'il faudrait baser cette nouvelle politique de santé dans l'axe étudiants, patients, facultés pour la formation théorique et école de psychanalyse pour la formation clinique. Les dépenses publiques dans un tel projet sont minimes puisque nous avons tout ce qu'il faut, les bâtiments, la jeunesse, les psychanalystes d'excellence. Une année après la mise en place de ces dispositifs, nous allons pouvoir rendre compte publiquement du travail accompli. Ma proposition. 1. Confier aux étudiants, dès l'entrée en faculté, dès la licence, de se diriger vers les filières cliniques de leur choix et commencer à recevoir des patients à condition d'être eux-mêmes en psychothérapie ou en psychanalyse et d'avoir un superviseur. 2. Que l'État mette à la disposition des étudiants des locaux où ils pourront accueillir leurs patients, donc locaux dans les mairies, dans les casernes des pompiers, dans les hôpitaux, dans les gendarmeries, en amont, dans les bâtiments publics déjà existants et payés par les impôts. 3. Que l'étudiant puisse avoir un référent à la faculté et un autre à une école de psychanalyse attachée à ses projets. 4. Que l'État facilite l'installation de ces jeunes dans la vie active. 4 ans sont payés d'impôts avant de commencer à déclarer leurs revenus, par exemple. Le désir d'être clinicien et la compétence clinique qui va avec doivent être les critères de base pour que les étudiants puissent accéder à ces locaux. Cela ne les empêchera pas de travailler dans le secteur public, dans le public et dans le libéral, pour enfin s'installer en tant que professionnel libéral et, au bout de 4 ans, être soumis aux mêmes charges sociales que leurs aînés. Cela diminuera les coûts des dépenses de santé mentale en France et mettra le désir au cœur de la création des travail. Non pas d'emploi, création des travail pour la jeunesse d'un côté et de la prise en charge de la population ayant des bas revenus ou n'ayant pas de revenus de l'autre côté. Cette proposition est une proposition de politique générale de santé mentale. Les situations spécifiques seront étudiées individuellement. Donnons l'occasion à cette logique souhaitée par Freud en 1918 et réalisée par l'un de ses élèves, Max Eitingon, en 1920, de prospérer au XXIe siècle. Cette logique rendra des comptes statistiquement, mais pas uniquement. Elle montrera sa scientificité, mais selon les critères de cette clinique particulière. Une parole bien dite produit des effets dans la vie de l'être parlant et dans le tissu social auquel il appartient. Une parole mal dite ou pas dite produit des effets néfastes chez l'être, dans son corps, et a des répercussions dans le tissu familial et social tout entier. La création de ces consultations publiques doit se dérouler dans un cadre d'une expérimentation dans le temps et dans l'espace. Elle devra, cela va de soi, être évaluée financièrement, cliniquement et méthodologiquement, et cela dans une réunion ouverte au public et sous la responsabilité de la haute autorité de santé. Cette haute autorité qui a montré récemment son impartialité vis-à-vis de la psychanalyse. La formation de psychiatre, comme celle de psychologue, doivent être vivement stimulées
à suivre celle de psychanalyste au sein d'une école de psychanalyse, à savoir psychanalyse personnelle, supervision, études des travaux psychanalytiques, groupe d'études, présentation au congrès et réunions cliniques. La psychanalyse et les psychanalystes de France peuvent, puisqu'ils ont les moyens cliniques et théoriques, proposer de collaborer à trouver des solutions aux problèmes économiques et psychiques que notre société traverse aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Bien, donc je voudrais juste me présenter parce que je suis, par rapport à vous, hommes et femmes de l'art, en léger contre-emploi, puisque je ne suis pas d'une profession abordant la psychologie ou la psychiatrie, mais il se trouve que par différentes activités professionnelles, ce domaine s'impose, c'est toujours imposé dans l'exercice médical. Plus de 10 ans de médecine générale, 15 ans de médecine gériatrique, tout cela bien entendu à peu près en concomitance, hein, bien évidemment, et surtout maintenant 25 ans de médecine de rééducation fonctionnelle avec la possibilité que j'ai eue de faire les soins moi-même aux patients. Et arriver à soigner la douleur et la demande par le corps et par certaines techniques, et plus particulièrement certaines techniques de balnéothérapie et de relaxation, m'ont amené à avoir une réflexion très avancée sur la relation du corps et de l'esprit et le comportement, et de savoir au travers de la peau, au travers d'un regard, au travers d'un simple comportement, de pouvoir aller plus loin et surtout de décrypter au plus tôt la demande des gens. Parce que rien n'est plus difficile que de décrypter la véritable demande de la personne qui va s'asseoir en face de vous. On n'est pas toujours de l'autre côté, on ne s'y met pas assez, je pense, et c'est là que l'on aperçoit véritablement les demandes de nos patients. Et c'est à ce niveau-là que nous devons être les plus perspicaces et les plus rapides pour ne pas rater des signes, des fois mineurs, et pouvoir permettre aux gens d'avoir la meilleure réponse à leurs demandes. En matière de santé mentale, qui est le grand souci actuel, force est de constater que le plan santé mentale en cours n'a pas donné du tout les satisfactions que l'on pouvait attendre de lui. Et je ne vous cache pas qu'en regardant bien la littérature, je me suis aperçue que le document le plus évident est tout simplement le rapport de la Cour des comptes de 2011, où il y a un état des lieux bref mais tout à fait clair et des recommandations là aussi très claires, très pertinentes, que la candidate Marine Le Pen s'engage à mettre en place au plus tôt, avec quelques variantes bien entendu sur certains points, mais la totalité de l'ossature de la demande de la Cour des comptes doit être mise en place au plus tôt. Pour faire un rapide rappel, les troubles d'ordre psychologique et psychocomportemental, c'est 1 personne sur 5 en France, c'est la première cause d'invalidité, la deuxième cause d'indemnité journalière, une cause de mortalité importante, près de 12 000 suicides, vous le savez, une morbidité individuelle et familiale très lourde. Le coût est assez extraordinaire, 15 milliards d'euros directs, 107, on vous l'a dit tout à l'heure, 107 milliards indirects de coûts socio-économiques. Et malgré tout, avec ces sommes importantes et les risques de société, eh bien, il n'y a pas de réel pilotage. Malgré le plan 2005-2010, il semblerait qu'il ait dérapé en 2007 et que le pilotage n'ait pas produit les bénéfices escomptés. Le bilan actuel, eh bien, c'est une hospitalisation, 20% prise en charge par l'hospitalisation privée, 80% pour l'hospitalisation publique, 71 000 lits, 2 millions de personnes en profitent. Le poids de l'hospitalisation complète est excessif et parfois inadapté, tout le monde le sait. La psychiatrie ou les traitements psychocomportementaux extra-hospitaliers, eh bien, c'est actuellement 2 millions de patients, 20% de prescriptions faites par des 5000 psychiatres libéraux, mais 80% de prescriptions par des généralistes. Et ça, c'est un souci majeur. Les prescriptions médicamenteuses, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure, pour un coût de 1,2 milliard en 2007, complété par les 4000 psychiatres des milieux médico-sociaux. La sectorisation est totalement en déclin en 2007. Les urgences psychiatriques sont difficiles à faire prendre en compte. La loi de juillet 2011 n'a fait qu'aggraver le problème.
La pédopsychiatrie, la gérontopsychiatrie, la psychiatrie des exclus, tout cela pose des problèmes tout à fait importants. Souci aussi avec la formation et la recherche. Donc, tous ces points ont été abordés par la Cour et je crois que c'est tout à fait dans les axes où nous devons aller. 4 axes stratégiques, la définition et la mise en œuvre d'une mission de service public visant l'ensemble de la psychiatrie, réduire rigoureusement les disparités géographiques avec un redéploiement en raison des contraintes financières de l'assurance maladie, la réforme du financement des soins psychiatriques au profit des structures extra-hospitalières et le renforcement de l'efficience et de l'efficacité par la recherche et l'épidémiologie. Ainsi donc, on peut partir dans tous ces axes rapidement concernant la prise en charge. Continuer de développer, de diversifier l'offre sanitaire extra-hospitalière, médico-sociale et sociale, en particulier pour renforcer l'autonomisation de la réinsertion sociale des personnes, évaluer les performances en termes de délai et aussi de possibilités d'adaptation des besoins aux personnes hospitalisées, inclure dans la mission de service public et de psychiatrie l'analyse et la correction des prises en charge, renforcer l'organisation de la permanence des services d'urgence, on l'a dit tout à l'heure, harmoniser la conception et la répartition de l'emploi dans les unités de malades difficiles et réformer le financement de la psychiatrie. Il faudra aussi avoir une meilleure coordination et une meilleure prise en charge en milieu pénitentiaire, développer des normes et des indications pour la prise en charge des patients sous main de justice, même en stade post-pénal, mettre aux normes hospitalières, l'ensemble des bâtiments, en particulier les bâtiments pénitentiaires, améliorer la gestion du temps de consultation dans ces mêmes établissements. Le pilotage, on a vu qu'il est insuffisant, il faudra qu'il soit repris en main, tant au niveau national qu'au niveau régional. Il faudra mettre en place, bien sûr, des indicateurs, qui soient des indicateurs de précocité, mais aussi d'efficacité. Il faudra clarifier le financement, mettre en œuvre un plan à moyen terme de formation initiale et de formation continue du personnel. C'est là où vous vous placez, monsieur, avec votre projet tout à fait original. Et cette formation sera tout à fait en direction à la fois des praticiens de l'art que vous êtes, quelles que soient les formes de l'exercice du traitement psychocomportemental, mais aussi des généralistes, et je dois le dire, de la totalité des praticiens de santé. Tous les médecins devront avoir une formation meilleure dans ces domaines-là. Les infirmières, les kinésithérapeutes, il est urgent. Les chirurgiens, qui parfois feraient bien d'avoir un petit éclair dans ce domaine-là pour éviter des interventions inutiles parfois. La formation devra être véritablement pour tout le monde. Il faudra favoriser la recherche. Je crois que c'est un domaine où il y a eu un retard tout à fait important. C'est le poids de tout ce qui s'est passé en début du XXe siècle, courant du XXe siècle, qui a un petit peu limité la recherche en matière des neurosciences, ces neurosciences qui demain vont être au maximum de leur forme, surtout avec les biotechnologies, il apparaît des domaines tout à fait intéressants. Je crois qu'il va falloir trouver la juste mesure entre tout ce qui a fait l'histoire du XXe siècle, ce qui est en train de faire le XXIe siècle, qui serait beaucoup plus chimique, beaucoup plus scientifique, si vous voulez. C'est sûrement entre les deux que cela va se passer, et surtout pour permettre de limiter les prises pharmaceutiques. Là-dessus, je suis formelle. Il y a un abus de la prescription pharmaceutique. Il y a eu une influence des lobbies, on va dire les choses simplement, des lobbies pharmaceutiques qui sont allés jusqu'à créer de véritables maladies avec des classifications, nous en parlions madame tout à l'heure, avec des classifications qui ont véritablement fait qu'on a vu dans les années 60, c'était des dépressions avec les barbituriques, avec l'origine de suicide impossible, ensuite ça a été les angoisses, puis ensuite ça a été les dépressions, puis maintenant c'est du bipolaire, et puis bientôt autre chose. Et dans mon domaine qui est celui de la rééducation, j'ai vu apparaître une maladie que je ne connaissais pas du tout, qui est la fibromyalgie, qui est une entité qui n'existe pas. Le souci que nous avons, c'est que les produits à visée antalgique sont en train de modifier, de chroniciser la douleur avec une résonance
psychologiques, psychiatrisantes, gravissimes. Je disais à Madame tout à l'heure que je suis très inquiète pour l'avenir. Je ne suis pas tout à fait sûre que la prise de ces médicaments, en particulier des morphiniques puissants, des opiacés puissants, ne soit pas avec des dégâts irréversibles. J'en ai un peu peur. Pour le reste, bien entendu, tout cela, ce programme qui tombe sous le sens, somme toute, par rapport aux difficultés générales du plan santé mentale en France, ne pourra se faire que dans un grand programme politique, social et économique proposé par Marine Le Pen, qui cherche à faire en sorte que l'État soit garant de toutes les sécurités, chaque individu étant respecté et respectable à sa place, libre de ses mouvements, l'État n'étant là que pour être un garant de toutes les libertés. Je vous remercie. Je suis venu ici ce soir en tant que spécialiste du médicament, le porte-parole santé étant le professeur Morvan, qui parle au nom de Nicolas Dupont-Aignan, très intéressé, et en tant qu'auditeur, c'est pour ça que je n'ai pas préparé de message particulier, donc je vais dire un petit peu quelle est l'approche que je fais des problèmes psychiatriques en France, qui se développent à cause de la crise, bien sûr, et puis par une certaine facilité à prescrire trop de médicaments, ce qui est mon domaine. Vous avez parlé, docteur, tout à l'heure, de 1,2 milliard. Je pense qu'on est largement au-delà dans les dépenses, avec toujours de nouveaux médicaments qui sortent et qui n'apportent pas grand-chose. J'ai vu sortir ces jours-ci un médicament qui s'appelle Sigrest, un de plus, qui n'a aucune plus-value thérapeutique, qui sera vendu encore à 123 € et dont le chiffre d'affaires sécurité sociale est encore prévu à 300-400 millions à la sécurité sociale. Et je pense que là, on dérape complètement. Les statistiques sont là. On dépense 3-4 fois plus que nos voisins européens. Et ça, c'est vrai aussi pour la facture générale au niveau de l'enveloppe nationale médicamenteuse. Donc j'ai suivi avec intérêt le protocole qu'a mis en place le docteur dans son domaine, et donc il s'intéresse parce que bien sûr tout ce qui peut aider nos concitoyens à améliorer leur santé et à un moindre coût pour la collectivité est à prendre. Et donc je suis venu, docteur, ce soir, une fois de plus, pour chercher et surtout poser des questions, parce que lâcher des étudiants comme ça, comme clinicien de terrain, me fait un peu peur. Il n'y a plus besoin de faire d'études, à la limite, on se met à travailler dans les mairies, dans les villages, etc. Donc tout ça doit être un petit peu cadré. D'ailleurs, on retrouve le même problème dans d'autres professions qui essayent aussi de s'imposer fortement, mais là je note que 5000 étudiants qui ne trouvent pas de débouchés, c'est quand même un gaspille qu'on pourrait peut-être utiliser positivement, parce que les économies qu'on peut réaliser aux médicaments sont substantielles. Je vais vous donner que 2 ou 3 chiffres. On dépense en France 34,5 milliards de médicaments, ville et hôpital. En Italie, on en est à 17,2. En Angleterre, c'est 18,5. En Allemagne, c'est moins que nous, avec des prix plus chers. Un dernier exemple, la Belgique, qui dépense 2 fois moins que nous. Et par rapport à elle, on dépense en boitage presque 3 fois le boitage belge, qui, il est vrai, est un peu plus volumineux. Donc voilà, c'est fortement intéressé par l'exemple que vous avez mis en place à Paris, que je suis là ce soir, surtout en auditeur, je suis désolé, mais je demande à en savoir un petit peu plus sur la façon d'utiliser toutes ces énergies, parce qu'il est évident que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une parole mal dite peut avoir de graves conséquences. Un autre petit détail qu'a évoqué ma voisine, le docteur Melin, à propos du DSM, il est vrai qu'aujourd'hui on invente beaucoup, et l'industrie pharmaceutique est très douée pour ça, beaucoup de maladies, notamment dites sur les troubles bipolaires, etc., qui fait qu'on prescrit trop facilement des antidépresseurs, des hypnotiques, des psychotropes, etc., et qu'il va falloir renverser la tendance au vu des chiffres qui nous emmènent droit dans le mur pour ce qui est de l'avenir de l'assurance maladie. Voilà ce que, en gros,
au pied levé, est-ce que je pourrais vous répondre sans avoir fait de préparation particulière? Très bien, je vous remercie. Moi, j'étais rapporteur de la loi sur l'hospitalisation sous contrainte, donc ce qui nous a permis de travailler longtemps sur la psychiatrie, l'état de la psychiatrie en France. Et puis, je travaille en ce moment sur un autre sujet, puisque j'interviens dans quelques jours sur un sujet qui intéresse aussi les psychiatres et la psychanalyse, c'est l'autisme. C'est quelque chose qui vous dit quelque chose? On pourra en dire deux mots si vous voulez tout à l'heure. Puisque vous savez, on peut peut-être même le dire tout de suite, puis après je reviendrai sur la psychiatrie, comme ça on va évacuer le sujet. Vous savez qu'un de mes collègues députés avait déposé une proposition de loi visant à interdire les pratiques psychanalytiques dans l'autisme. Bon. Ça pose pour moi un sujet majeur, un problème majeur, puisque dans une autre vie j'étais médecin. Il me paraît inconcevable que le législateur décide de ce qui doit être décidé ou pas en termes de traitement. Ça c'est clair, ça c'est évacué, ça a été dit, répété, donc je pense que de ce côté-là on est tous clairs et c'est une proposition de loi qui ne viendra jamais en discussion. La deuxième chose à côté de ça, c'est que depuis quelques jours, depuis que cette proposition de loi est sortie, nous sommes abreuvés par les lobbies, tant le lobby des neurosciences qui nous explique que tout est biologique, etc., que le lobby, je le dis clairement, de la psychanalyse, qui nous envoie de très belles plaquettes pour nous expliquer que ne faut pas écouter ces histoires de synapses et tout ça, c'est pas vrai, ça marche pas, il n'y a que la psychanalyse. Je pense que la vérité, permettez à Normand de le dire, c'est entre les deux, hein, c'est ni oui ni non. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais qu'il va falloir, au-delà de ce qu'a dit l'HAS, il va falloir travailler sérieusement au niveau des sociétés savantes, rapprocher un peu la neurologie de la psychiatrie et essayer de mettre ensemble des protocoles et des recommandations. Là-dessus, moi j'ai une vision, alors je suis désolé, je parle au nom du candidat, mais je parle aussi au nom des réflexions que nous avons pu mener. Et aujourd'hui, moi je pense que l'HAS a un rôle très important sur la méthodologie, mais je pense que sur le fond, on devrait laisser un peu plus de travail et faire un peu plus confiance aux professionnels dans le cadre des sociétés savantes. Ça existe aujourd'hui, ça a été mis en place dans le cadre de la loi HPST, ça s'appelle la FSM, la Fédération des spécialités médicales, qui regroupe l'ensemble des sociétés savantes de toutes les spécialités médicales et aujourd'hui paramédicales, puisque les sages-femmes nous ont rejoints, les infirmières nous rejoignent, les kinés également, enfin rejoignent les médecins. Et je pense qu'il y a dans l'avenir un travail important qui sera à mettre en place, c'est de laisser plus de place, c'est davantage la voie aux spécialités par l'intermédiaire de leur société savante, et peut-être d'amener, alors je sais que ça fait toujours hurler quand je dis ça, mais de rapprocher un peu la neurologie de la psychiatrie, parce que sinon on s'aperçoit qu'il va y avoir des conflits qui vont être de plus en plus importants. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse sur l'autisme. Donc moi je pense que la vérité elle est ni uniquement dans la psychanalyse, ni uniquement dans les neurosciences, et qu'il faut travailler sur le comportement, il faut travailler sur l'éducation, on le sait bien, mais qu'à côté de ça il y a besoin aussi de temps en temps d'un accompagnement, et même parfois de médicaments, puisque je crois qu'il y a 15 à 20% des autistes qui prennent des médicaments, ne serait-ce que pour éviter les automutilations, c'est quand même pas toujours, c'est pas négatif, c'est pas neutre. Sur la psychiatrie, la psychiatrie, je crois que c'est aujourd'hui un des sujets majeurs, puisque l'OMS nous a dit que dans les 10 maladies principales de ce début du XXIe siècle, 5 sont des maladies mentales. C'est ça, nous sommes d'accord? On a lu la même chose au niveau de l'OMS, donc ça va. Les troubles mentaux se classent aujourd'hui au 3e rang, hein, en termes de prévalence. Ça veut dire qu'actuellement, une personne sur 5 est touchée par une maladie, enfin, une pathologie qui est dans la sphère mentale. Je fais attention, parce que après, les mots ont leur importance. Ça veut dire que quand on prend la prévalence sur une vie entière, quasiment aujourd'hui, une personne sur 3 sera touchée, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est quelque chose de fondamental, et nous avons en France beaucoup de choses à retravailler. Premièrement, et ça a été dit tout à l'heure, la recherche. La France était leader en matière de psychiatrie il y a quelques décennies. Moi j'ai fait mes études à Caen, j'avais Zarifian comme prof, donc il était à la fois aux confins de la neurologie et de la psychiatrie, et c'était quelqu'un qui nous amenait d'abord beaucoup d'humanité, et puis surtout beaucoup d'humilité par rapport à ce qu'on connaît sur le cerveau. Donc on a un travail énorme à faire pour promouvoir la recherche,
Avant tout la recherche publique, parce qu'aujourd'hui on n'a quasiment plus rien en matière de recherche publique. Alors ça fait de temps en temps hurler les universitaires quand je dis ça, mais quand on se compare aux pays anglo-saxons, aujourd'hui on a un vrai retard. Si on continue en partant de l'amont vers l'aval, on a un gros travail à faire en matière de dépistage. Le dépistage, l'autisme, alors je lisais il y a quelques jours qu'on devrait pouvoir parfois le diagnostiquer, les premiers signes apparaissent à 18 mois et on commence à le prendre en charge à 6 ans. Donc là, on a un énorme travail à faire parce qu'on sait que la plasticité cérébrale, passé 6 ans, elle est quand même beaucoup moins importante que dans les 3 premières années. Sur les troubles bipolaires, je vous ai entendu parler des troubles bipolaires. Autrefois, on appelait ça la psychose maniaco-dépressive. Donc lui, on ne l'a pas inventé, ça existait, ça existe encore. Le seul problème aujourd'hui, c'est que les grands universitaires nous expliquent qu'entre le moment où les troubles débutent et le moment où on fait le diagnostic, il se passe en moyenne 9 ans. 8 à 9 ans aujourd'hui, pour qu'on prenne en charge les patients atteints de ce type de pathologie. Donc on a un vrai travail à faire de formation. Et là, je vous rejoins sur ce que vous disiez. On a besoin de travailler beaucoup plus en amont sur le médecin généraliste, mais aussi sur les psychologues, mais aussi sur les gens qui travaillent dans les PMI. À tous ces niveaux-là, on a besoin de faire des formations. Et alors là, pour le coup, il faut arrêter de dire il y a le médecin, le sachant, et puis il y a le paramédical, ou voire encore plus bas, pour reprendre de ce que disent certains, hein, l'auxiliaire de vie ou la nounou. Non, je crois que là, ce sont des formations professionnels qui doivent être mis en place. Parce que les signes, qu'on soit médecin ou auxiliaire de puériculture, c'est la même chose, les signes sont les mêmes et on doit les travailler de la même façon. Et ça, je pense que dans un autre débat qui est celui de l'accès aux soins, c'est fondamental, c'est de créer des liens entre les différentes professions. Et puis à partir de là, il y a toute la prise en charge qui doit évoluer. Nous avons, depuis quelques années, gauche comme droite confondue, on va être clair, on ne va pas faire de politique politicienne, énormément réduit le nombre de lits hospitaliers sans créer en aval les structures qui permettaient de prendre en charge ces patients. Donc beaucoup sont partis dans la nature. Ça a été une des réflexions lors de la mise en place dans la loi de l'hospitalisation sous contrainte, que vous avez peut-être suivi, sinon on pourra y revenir, où on a mis en place l'hospitalisation à la demande d'un tiers sans tiers. Pourquoi on a mis en place cette espèce de tiers virtuel, pour faire moderne? Parce que moi, j'avais retrouvé 2 catégories de populations qui sont très en difficulté. C'est les populations isolées, les populations en grande précarité. Aujourd'hui, quand vous avez un SDF qui requiert éventuellement une hospitalisation à la demande d'un tiers, je vous rappelle, hein, il y a 10 meurtres, 10 crimes par an liés à des psychotiques, il y a 4000 suicides. Donc la sécurité, c'est surtout d'abord pour les patients qu'il faut la vivre. Et donc, ces SDF, aujourd'hui, avant cette loi, lorsqu'ils avaient besoin d'être hospitalisés pour les aider à prendre conscience de la nécessité de se traiter, de se prendre en charge, quand je dis traiter, c'est pas forcément médicamenteux, hein, c'est le traitement de manière générale. On avait 2 solutions. Soit on faisait une hospitalisation d'office, donc le préfet, la police, quelque chose de beaucoup plus violent, alors que ça ne le justifiait pas, donc beaucoup plus de difficultés après pour sortir, etc. Soit on les laissait dans la rue, et on ne faisait rien. 3 minutes, oh là là, mais il me faut 3 heures, moi. Donc, ça, c'était un sujet important. Et deuxième sujet sur l'HDT avec un tiers virtuel, ce sont les familles qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas, pour différentes raisons. Hein, mais parfois, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les familles dans toutes les auditions, dans les dizaines d'auditions qu'on a pu mener, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'amour de la part des familles pour ces personnes, mais il y a aussi parfois de la peur, de la crainte, et la crainte d'être rejeté. Parfois agressé, mais surtout d'être rejeté. Et ça, c'était important qu'on puisse passer outre pour permettre à ces personnes de se faire traiter. Et puis au-delà, dans les 2 minutes 48 qui me restent, il faut aujourd'hui revoir complètement la démographie médicale. Nous avons énormément de psychiatres en France. Quand on nous dit qu'on manque de psychiatres, non, on manque de psychiatres hospitaliers. Oui. On est le 3e pays au monde pour le nombre de psychiatres par habitant, mais il manque 1000 postes de... Deuxième, ah bah, oui, c'est en santé au travail, on est le 3e, pardon. Comme j'ai un peu travaillé sur les 2 sujets. Et donc, mais à côté de ça, il nous manque 1000 postes de PH. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors je connais pas vos statuts, mais je vais le dire comme je le pense. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de psychiatres qui travaillent en libéral,
qui travaillent dans le 6e, dans le 7e arrondissement, mais qui ne sont pas forcément à Sainte-Anne, ou qui ne sont pas chez moi dans l'Eure, l'avant-dernier département de France, où on a quasiment plus de psychiatres, et on a un seul pédopsychiatre pour tout le département. Là, on ne les a pas. Hein. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Alors, nous ne sommes pas favorables à la coercition, mais malgré tout, je pense qu'il faut réfléchir peut-être à davantage de partenariats entre le privé et le public sur ces sujets-là. Il faut peut-être se poser la question de la spécialisation de certains établissements hospitaliers spécialisés dans certaines pathologies, comme on l'a fait pour les hôpitaux généraux, hein, où il y a des hôpitaux qui sont plus spécialisés en chirurgie ou dans les greffes ou autres. Je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Mais en tout cas, pour conclure, Monsieur le Président, pour être très bref, je crois qu'aujourd'hui, certains nous demandent une grande loi de santé publique et une grande loi de santé mentale. Non, nous avons besoin d'une grande loi de santé publique, donc mon lapsus, mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est un plan de santé mentale. Il y a un plan qui a été fait par le gouvernement, vous l'avez vu, mais c'est un plan de cadrage. Donc c'est très bien, ça donne les orientations, mais ensuite, charge aux ARS de mettre tout ça en œuvre. Et pour mettre tout ça en œuvre, il faudra des moyens. Et donc là, nous n'éviterons pas, même si le credo de notre parti et de notre candidat, vous le savez, c'est évidemment la réduction des dépenses, nous n'éviterons pas la nécessité d'un grand plan santé mentale, comme nous avons mis en place un grand plan cancer, comme nous avons mis en place un grand plan Alzheimer, comme nous avons mis en place un plan maladie rare ou un plan autisme, nous n'éviterons pas la nécessité d'un grand plan de santé mentale qui va nécessiter une réorganisation complète, une redistribution des rôles entre la ville et l'hôpital et entre les différents intervenants, je parle des différents professionnels qui interviennent sur le champ du mental.